Professeur Chandakambi, bonjour. Pour accepter l'invitation de Ouafrica TV pour cet entretien autour de la thématique de la gouvernance mondiale, à la faveur justement de la publication de votre ouvrage en 2018 sur réformer la gouvernance mondiale chez votre éditeur traditionnel Harmattan. C'est autour de trois principales thématiques que nous allons mener cet échange. Thématique inspirée bien entendu par votre ouvrage. La première thématique sera articulée autour du champ sémantique de la réforme. La deuxième articulation autour du champ lexical de la violence. Et enfin, la troisième dimension sur le champ substantiel de votre ouvrage. Quelques thématiques au hasard ont été piochées et qui nous permettront de discuter et d'approfondir l'échange. Est-ce qu'il vous convient, l'agenda? Merci, professeur. Réformer la gouvernance mondiale, c'est le titre de l'ouvrage. On va s'arrêter premièrement sur le concept de réforme. Vous avez préféré réforme en lieu et place de reforme. Réforme avec accent aigu, qui signifie rectifier, rétablir dans une forme meilleure, et corriger. Pourtant, reforme signifie former de nouveau, c'est-à-dire refaire, recréer. Il y a donc un impensé ou un présupposé dans le choix du concept. Le présupposé, c'est qu'il y a du bon dans la gouvernance mondiale et qu'il s'agit de corriger, de changer peut-être de cap. S'il y a quelque chose de bon dans la gouvernance mondiale, ce serait quoi, professeur? Très bien, je vous remercie infiniment. Vous commencez avec une excellente ouverture. Je crois que j'ai pondu très récemment une déclaration extrêmement dure sur l'attitude du gouvernement, pas du gouvernement, du nouveau président américain, M. Biden, qui a traité Poutine de tueur. Pour la simple raison que j'estime que nous n'en sommes plus à ce genre de comportement ni d'injures, voire d'attitude. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas la moindre idée de ce qu'était le monde il y a 100 ans, il y a même simplement 70 ans. Le monde que nous vivons aujourd'hui est le fruit d'âpres négociations et d'indicibles souffrances. Vous savez, après l'époque des empires, on a eu les États modernes qui se sont constitués davantage sur les articulations de la société industrielle. Le seul pays qui n'avait pas beaucoup souffert des royaumes et des empires s'est retrouvé comme la terre d'accueil de tout ce qui fuyait le désordre dans le monde. Ce sont les États-Unis. Et justement parce que ce sont les États-Unis, tout ce monde-là qui sait comment l'Europe s'est détruite, s'est gâtée, ils se sont organisés de manière à éviter de replonger dans des situations de guerre qui les mèneraient à la catastrophe. Donc les États-Unis n'interviennent dans les deux guerres, en réalité surtout dans la dernière, 39-45, que parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont poussés par une population qui voit très mal la répétition de là où ils viennent, d'affres des empires et des royaumes. Je peux vous dire
que ma conviction, c'est que le monde ne sera jamais plus comme ce qu'il a été avant 1945. En 1945, on a mis en place des structures de coexistence pacifique entre les nations. On les a normées. On a réglé un certain nombre de détails sur le plan de la convivialité entre les peuples. Vous détruirez tout, il en restera quelque chose. On a fait des choses importantes en 1945, lors des négociations surtout d'avant, Yalta, Potsdam, ainsi de suite. Churchill, Staline, De Gaulle plus tard, Ritz et puis le président Truman. Nous avons aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un certain nombre d'articulations normatives qui gèrent les relations entre les peuples, qui gèrent la coexistence entre les peuples, qui officient comme un cadre de régulation des intérêts contradictoires et des confrontations. Vous savez, après la déclaration que le président des États-Unis a faite, je crois que la moitié de son staff le lui a reproché. Les pays secondaires en Occident, dont les pays européens, n'ont pas osé parler beaucoup, mais en privé, la diplomatie, c'est ça. En privé, ils ont dit, ces pays ont dit que c'était une faute grave. Vous avez d'un côté la Russie qui, nous voulons des relations pacifiques, c'est tout, et de l'autre, des gens qui sortent dedans, et ainsi de suite. Mais après, tout revient dans l'ordre. Alors, vous savez, on a considéré qu'une des causes indirectes de la guerre de 1939-1945, c'était les accords secrets. On a créé depuis un service d'enregistrement de tous les accords et traités entre les États aux Nations Unies. Un pareil fondamental. On a développé près de 10 000 agences et démembrements de l'Organisation des Nations Unies qui sont éparpillés à travers le monde. La Charte des Nations Unies qui a été complétée par un certain nombre de pactes et de textes, dont le plus important est la Déclaration universelle des droits de l'homme, suivi des 2 protocoles additifs, l'un sur le droit civil et politique, l'autre sur les droits socio-économiques, ont joué un rôle extrêmement important. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, même lorsque les États prennent des armes, engagent des armes pour une guerre, elles savent jusqu'où elles peuvent aller, elles sont relativement conscientes de ce qui relève du droit et ce qui ne relève pas du droit. Bien évidemment, la confrontation des intérêts entre les nations ne peut pas être figée. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une dispute permanente. Et puis, dans l'optique des dominations, il est clair, on a vu naître et disparaître des empires. Mais ça ne peut plus se passer de la même manière aujourd'hui. Parce que l'humanité a réussi, à force de son travail de brassage, à établir un certain équilibre dans la compréhension de l'universalité de l'intelligence humaine. C'est fondamental. Nous, quand on était petits, l'avion, c'était une histoire de blanc. Conduire un avion, on n'aimait jamais. Alors, si bien, lorsqu'on vous montrait même une simple hôtesse africaine dans un avion, c'était quelque chose. Vous vous rendez bien compte qu'une bande de 19 jeunes hommes, aucun d'eux n'avait 30 ans, ont détourné 3 avions pour aller les projeter sur les États-Unis. Ça veut dire aujourd'hui, on pilote un avion comme on conduit un véhicule. Voilà la réalité. Et non, la notion de bien et de mal est innée, est intimement rattachée au rapport humain, à l'ordonnancement des choses, à la réalité de la vie, qu'elle soit animale, végétale ou humaine. Ça me paraît fondamental.
Donc, on ne peut pas. J'aime souvent dire, nous qui avons cette responsabilité-là, j'étais à des très grandes négociations internationales où, pendant les plénières, vous étiez convaincu que demain il n'y aurait plus de conférences. Le lendemain, vous voyez tout le monde, tout sourire, qui s'embrasse. On a travaillé dans la nuit. Chacun a pris conscience de ce que le monde ne peut pas se déchirer, ne peut pas être comme ça, ne peut pas se limiter à la guerre, au jeu des cailloux, ainsi de suite. En réalité, ce qu'il faudrait convenir, c'est que il y a 100 ans, il y a un siècle en arrière, l'ordonnancement de l'intelligence humaine, des réalisations humaines, de la puissance humaine et du bien-être humain était l'apanage de juste quelques sociétés, de quelques ça tenait au fait qu'il n'y avait pas encore eu la possibilité de libérer toutes les énergies pour les autres peuples. Et vous vous rendez compte, on parle de l'Éthiopie qui va envoyer un satellite, d'Abu Dhabi, de l'Iran qui dispose de ci et de ça. C'est dépassé ça. Quand les États font le traité de Moscou sur la non-prolifération de matières fissiles dans les armes du nucléaire, ils sont 4, parce que c'est les 4 qui à l'époque estiment qu'ils maîtrisent la science et les données technologiques concernant le nucléaire. Vite fait, on s'est rendu compte, vous prenez n'importe quel bon étudiant de physique aujourd'hui, il vous prépare une bombe. C'est évident. Voilà la réalité. Donc, ce qu'il y a de bien dans l'évolution du monde d'aujourd'hui, c'est quand même que nous sommes parvenus à un niveau de respectabilité mutuelle. On a arrêté le principe, et d'ailleurs pour cela que les Nations Unies ont ce qu'on appelle un protocole sur les 7 grands principes régissant la coexistence et la coopération entre les nations. Donc, vraiment là, sur ce plan-là, quel que soit, je dis bien, quelle que soit l'animosité entre les nations, quelle que soit la dureté et la profondeur des crises et des conflits, le monde évolue aujourd'hui sur une base d'un certain nombre de normes de civilité qui concourent à apaiser la violence, à ramener les esprits à la raison, à garantir la paix et la sécurité internationale et surtout à créer un espace de destin commun. Et justement, comme vous parlez d'espace de destin commun, ça me permet de rester dans le champ lexical, justement, le champ sémantique de la réforme. Pour vous demander, professeur, en convoquant un autre concept qui est en lien justement avec la réforme, celui des réformettes. On appelle réformettes les petites réformes de moindre importance et finalement de moindre impact. Est-ce que quand vous analysez l'ordre international depuis peut-être 1648 avec les traités de Westphalie, qui ont quand même été les premiers traités d'envergure qui ont participé à la pacification, là on sortait de la guerre de 30 ans, on a eu plus tard toute la réglementation sur les pactes de non-agression, les pactes Briand-Kellogg, la charte de la SDN pour arriver à la charte des Nations Unies, l'article 1er qui revient et l'article 2 sur les principes fondamentaux justement de l'ordre international. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'on est davantage dans des réformettes finalement depuis 1648 sans véritable réforme structurante qui puisse modifier en réalité l'inégalité, parce que je crois que vous êtes revenu sur l'idée de civilisation et de civilité qui me semble fondamentale dans l'ordre international. Est-ce que cette civilité ou cette civilisation qui a certes essayé d'apprivoiser la violence, tant que le principe de développement et de coopération économique est consacré aussi à l'article 1, paragraphe 2 ou 3 de la Charte des Nations Unies, si cette logique de développement n'est pas mise en exergue, est-ce qu'on ne reste pas toujours dans la logique des réformes? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que il faut savoir raison garder. L'époque des corsaires est terminée.
Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Les États-Unis ont toujours été en mesure d'aller à Panama, arrêter tout un président dans son pays et le ramener aux États-Unis pour le juger. Pour ne pas parler de la France au Tchad. Voilà. On occupe, les puissances étrangères occupent contre son gré une partie du territoire syrien, par exemple. Donc, non, pas du tout. Je pense que il est important. Les relations internationales sont dynamiques, tout comme le sont l'ensemble des rapports humains, en réalité. Je parle bien de dynamisme. Non, il n'y a pas de réforme. Il y a un effort de densification de la toile normative qui porte les rapports internationaux et qui, à travers ça, régente et organise l'ensemble des rapports humains. La petite puce téléphonique, les gens ne savent pas d'où ça vient. Il y a toute une convention sur la puce électronique. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que France 33, Cameroun 237, Suisse 241 ou 244, des choses comme ça. Mais on s'est assis, on a convenu que ce serait ainsi, ce serait ainsi, ce serait ainsi. Voilà la réalité. La vraie bataille aujourd'hui, c'est quoi? La vraie bataille aujourd'hui, c'est que tout cela s'est fait dans un espace commandé encore trop soudé à des valeurs ou à des puissances qui ont du mal à accepter que des normes nouvelles puissent se mettre en place ou que des modifications puissent intervenir sur ce qui était le standard, sur ce qui était le modèle. Mais non, non, jamais, il ne faut jamais parler de réforme. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons encore. D'accord, si vous vous en tenez à ceux qui se plaignent de la structuration du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais là encore, là, je leur dirais que non. J'ai travaillé là-dessus pendant très longtemps, quand je finissais à l'Institut d'autorité internationale de Paris. Et ça me faisait presque la révolte, parce que dans la charte, il y a un tel système de blocage que lorsque vous regardez très bien, il est impossible de réformer les Nations Unies sans la tutelle ou l'agrément des puissances permanentes au Conseil de sécurité. Mais là encore, vous savez, aujourd'hui, on réfléchit davantage sur une Allemagne qui est nettement plus puissante que la France, sur tous les points de vue, à tous les points de vue, et qui n'est pas membre du Conseil de sécurité. Mais simplement, à l'époque, on avait projeté un organe sur la base des capacités à accomplir un certain nombre de missions. Quand on entend les Africains dire il faut une place pour l'Afrique. Mais non, le Conseil de sécurité n'a pas été fait sur une base géographique. C'était sur la base de la capacité. Est-ce qu'en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, vous pouvez fournir des moyens et des troupes, par exemple? Voilà la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire aujourd'hui? On essaie de faire aujourd'hui, mais à pas très long, ce qui, à travers l'expérience, apparaît comme manquant dans la chaîne des normes de l'Organisation des relations internationales. On sent très bien, professeur, qu'il y a une influence qui habite en vous, celle du diplomate, très racé, très fin, qui parfois joue un peu avec les mots, et du juriste. Parce que vous insistez beaucoup sur la dimension normative, justement, de ce champ international, sur le rôle des institutions. Je vous ai pris l'exemple du développement. Oui. Quel est votre point de vue sur la question du développement et puisque vous êtes juriste, le droit au développement, qu'est-ce que vous en dites? Mais ça n'a pas de sens, c'est du bavardage. J'ai vu des Africains venir à Paris, disaient qu'ils les diplômes d'études approfondies en droit du développement. C'est quoi le droit du développement? Ça n'a aucun sens. Je vous prends des exemples aussi simples que ça. Vous savez, lorsqu'on met en place les Nations Unies, c'est sur la base de l'échec de la Société des Nations. On s'est rendu compte qu'il fallait réorganiser complètement les relations internationales, réécrire les instruments et leur donner les moyens en termes d'outils. Et on avait bien sérieux ce qu'il fallait faire, y compris la création d'une organisation internationale du commerce.
Et vous savez, après la création des Nations Unies, il y a eu la conférence à La Havane pour la création de l'Organisation internationale du commerce. Et tout le monde était d'accord, le traité était prêt et tout, mais le Sénat américain n'a pas ratifié, conséquence, il n'y a pas eu. Alors qu'est-ce qu'on a quand même décidé de faire? De prendre la partie qui concernait le commerce des marchandises. Voilà. Et la puis, partie 4. Voilà, la partie 4, pour en faire General Agreement of Certification Trade, donc accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Alors, donc, pour faire maintenant une structure informelle à l'intérieur de laquelle on allait discuter, programmer et trouver un consensus pour faire l'Organisation mondiale du commerce. J'ai été secrétaire du groupe africain à ces négociations. Je peux vous dire que vous découvrez beaucoup de choses parce que il y avait une vingtaine de dossiers, mais là, à l'intérieur, il y avait 3 ou 4 dossiers qui étaient les dossiers piliers. Et une fois de plus, il ne faut pas dormir. Moi, je me rappelle en pleine conférence, et c'est encore le privilège que certains peuvent avoir de maîtriser là, parce que lorsqu'il a fallu chercher un secrétaire un secrétaire rapporteur pour le groupe africain, on a dit qu'il fallait quelqu'un qui soit absolument bilingue. Du coup, l'ambassadeur du Gabon a dit au représentant du Cameroun, qui était le ministre Goubeyou, je pense que c'est chez vous là-bas qu'on trouve. Et lui aussi est retourné vers moi. Tu as compris, hein, toi qui parles américain là-bas. Mais ça, c'est pas important. C'était pour dire quoi? C'était pour dire que on a mis 40 ans après la création des Nations Unies, presque, pour parvenir à mettre en place une organisation mondiale du commerce qui était prévue. Et quand on a mis en place cette organisation mondiale du commerce, je suis d'ailleurs que le nouveau patron soit une africaine, il a fallu encore retravailler sur certaines enveloppes du commerce interne, des rapports commerciaux internationaux qui coinçaient. Alors, non, je peux vous dire avec beaucoup de fierté aujourd'hui que non, ce dont je suis surtout heureux, c'est de savoir que tout est négociable dans le champ international, dans le champ plus simple des rapports entre les nations. Et il faut le projeter à l'échelle des individus, c'est d'ailleurs ce que je fais au quotidien, pour se dire on peut toujours dialoguer, on peut toujours corriger, on peut toujours arranger. Vous savez, là, beaucoup de pays comme la Chine sont déjà en train de développer une industrie verte. Ça vient de quoi? Pas simplement du fait qu'on a signé les accords de Paris sur le climat, non pas du tout. De la formation d'une conscience internationale collective pour la protection de la nature et pour le bien-être de l'humanité, pour la survie de l'humanité. Donc je ne peux pas. Le bruit des armes, les terrorismes et tout ça, en réalité, à mon avis, ce sont des épiphénomènes. L'humanité se renouvelle chaque jour. Elle avance à grands pas, en réalité, vers des réformes structurelles très, très importantes. Et certaines sont même radicales. Bien évidemment, au fur et à mesure que l'on avance, on les transcende. En 70, je pense, quand on découvre que pendant la crise pétrolière provoquée par la guerre du Yom Kippour et l'embargo des pays arabes sur le pétrole, où le prix du dollar passe de 3 dollars qu'on ramassait pour rien à près de 40 dollars, il s'est posé le problème des énergies de substitution si on ne s'entendait pas pour réguler le prix des hydrocarbures sur le marché international. Alors, c'est là qu'on se dit, ah tiens, bon, dans les fonds marins, il y a ce qu'on appelle les nodules polymétalliques, qui sont de petites boules. Moi, j'ai vu ça à New York dans la vitrine, des petites boules qu'on trouve à des profondeurs inouïes. Et chaque boule peut contenir toutes sortes d'énergie. Oui, toutes sortes de matières précieuses hein, qu'on peut imaginer. Du fer, du zinc, de l'étain, du diamant, de l'or, et ainsi de suite. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, d'abord,
Vous savez, quand il se pose le problème de la crise de l'énergie, la question c'est, est-ce qu'on peut faire un prix plancher et un prix plafond? Ça nous permettrait de savoir combien, si c'est possible, c'est rentable d'investir dans le nucléaire. Alors, on dit, bon, de toute manière, comme il y a des trucs dans les fonds marins, on ira les chercher, ça va casser le prix des matières premières. Du coup, on fait adopter rapidement la résolution, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, pour dire les ressources des fonds marins sont le patrimoine commun de l'humanité. Vous connaissez l'auteur de la résolution, c'est un diplomate maltais, Alvin Pado. Voilà la réalité. Ça c'est un exemple concret. Et je vais aller plus loin. Il y a l'intervention dans la haute mer et la propriété de la haute mer. Vous savez comment est-ce qu'on a régulé ça aujourd'hui? Avec la convention de Montego Bay. Absolument. 1982. Absolument. Ensuite, vous connaissez l'ensemble des instruments relatifs à l'exploitation de l'espace extra-atmosphérique. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, des pays ont commencé à transgresser ces choses-là. On a signé plein d'accords, des entendements, des arrangements. Il ne faut pas militariser l'espace. Comme toujours, les États-Unis, qui, par ailleurs, il faut le signaler, sont le seul pays à avoir utilisé la bombe nucléaire en réel. Alors, on peut faire un débat dessus, ça ne c'était même pas nécessaire, parce que l'armée rouge avait déjà battu l'armée d'Hitler. Ils voulaient essayer leur jouet, tout court, comme un enfant essayait les allumer. Alors, comme on dit, ils ont décidé, le complexe militaro-industriel, de créer une force armée de l'espace. Voilà, et ainsi de suite. Du coup, on ne sait pas ce qui est sur nos têtes. Vous savez, il y a au moins 30 000 satellites qui tournent là-haut. Donc, on va militariser les satellites. Tu vois, la France a emboîté le pas. On crée une force de l'espace, et ainsi de suite. Et c'est une véritable catastrophe. Et je suis en train de vous dire, si le Cameroun s'y met, si on a la décision politique, dans 10 ans, nous aussi, on envoie un satellite. C'est pas compliqué, on fait une base de montage. C'est des calculs élémentaires de physique et de mathématiques, puis d'électronique et de l'informatique. Ça s'est connu aujourd'hui. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a à la fois la volonté de mettre en place des bases cardinales qui puissent lier les uns et les autres, qui puissent constituer réellement des obligations internationales de travailler pour le bien commun et le destin commun. Mais dans le même temps, il y a toute une liberté interprétée au sens de la primauté des intérêts nationaux, sectaires et égoïstes des États, le principe de sécurité nationale, la théorie de sécurité nationale aux États-Unis, par exemple, qui dit, et que l'Iran aujourd'hui a absolument épousé, qui dit, ah ben non, ça appartient à la sécurité nationale. Nous, on va explorer telle arme, on va explorer telle chose. Voilà la réalité. Donc, dans le même temps, il y a la volonté de créer des normes obligatoires pour tous les acteurs internationaux, de faire un maximum pour consacrer, pour articuler des bases qui puissent permettre de sécuriser l'humanité dans le rêve d'un monde meilleur. Dans le même temps, il y a la liberté de continuer à explorer les intelligences humaines et les réalisations scientifiques. On continue de multiplier et d'étendre les laboratoires et ainsi de suite. Il faut dire aujourd'hui que si on n'avait pas osé, on aurait eu les téléphones portables. On pense que dans 10 ans, il n'y aura plus que des véhicules électriques. Et on sera passé à autre chose. On sera passé à autre chose. En vous écoutant, toujours pour rester dans ce fameux champ sémantique de la réforme que j'ai choisi pour cette première articulation de notre discussion, j'ai envie de vous demander si vous n'êtes pas un réformiste. Parce que le réformisme, c'est cette attitude, vous savez très bien, qui consiste à privilégier des changements par des réformes, des évolutions et non des révolutions. Est-ce que vous n'êtes donc pas finalement un réformiste? Êtes-vous un réformiste assumé ou plutôt opportuniste? Est-ce du réalisme ou du fatalisme? Est-ce de la prudence ou de la lâcheté? Je vais vous dire,
Mon expérience personnelle m'enseigne que le destin de l'humanité repose fortement sur des initiatives opportunistes. Elles doivent être en mesure, ces initiatives, de varier, d'intégrer, d'aménager et de protéger, préserver à la limite des forces centrifuges contradictoires qui, pour des raisons propres ou pour des raisons inévidentes, concourent à construire un même objectif, celui d'exister. Maintenant, dans l'objectif d'exister, on peut intégrer dans l'objectif d'exister des disparités. Certains posent des actes en fonction de ce qu'ils croient être la raison logique. D'autres en fonction de ce qu'ils croient être leur propre nature fondamentale qui les destine à poser ce genre d'actes. Et ça m'amène à vous dire quoi? Ça m'amène à vous dire, bien évidemment, s'il n'y a pas d'opportunisme possible, s'il n'y a pas de capacité de réformisme contextualisé, il y a perdition de l'intelligence humaine. Il y a même perdition de l'idée principale d'intérêts nationaux. Vous savez, on dit dans un État, ce qui est fixe, c'est ce qui relève de la géopolitique, du caractère physique sur son établissement, n'est-ce pas, dans la planète Terre. Où se situe le Cameroun? Qu'a-t-il comme voisin, comme production agricole, comme côte, ainsi de suite? C'est ce qu'il y a de stable. Ce qu'il y a en réalité de non stable et de là, cette fois-là, de consistant, ce sont les apports au fur et à mesure que l'on évolue. Un pays vit, une nation vit comme un corps vit. Un peuple vit. S'il ne vit pas, il meurt et se fait triste. L'opportunisme est par essence, en réalité, le saut dans la capacité d'innovation et d'adaptation des rapports de force. Ça me paraît fondamental. Nous, dans la situation où nous nous trouvons, je prends le cas d'un pays comme le Sénégal. Je crois que l'intérêt du Sénégal, ce n'est pas de noyer la Gambie, si vous voulez. Mais l'intérêt de la Gambie, ce n'est pas de noyer le Sénégal. Et l'intérêt supérieur du Sénégal, c'est de tenir compte de ce que font ou fera les Gambiens. Voilà, ça me paraît fondamental. Non, réformiste, non, je l'ai entendu même en privé, mais il faut simplement savoir que le concept même de personnalité réformiste, d'intellectuel ou de chercheur réformiste, est intimement lié à la passion d'intégration et de prise en considération de tout élément nouveau qui échapperait à l'intelligence première et aux planifications premières. Ce qui, à mon avis, est positif et non négatif.